Imaginez ceci, vous êtes un camionneur roulant de nuit sur une autoroute isolée, et vous repérez une voiture en panne avec ses feux de détresse clignotants. Alors vous vous arrêtez pour aider, mais il n'y a personne à l'intérieur. C'est ce qui est arrivé à Big Joe Taney, un robuste camionneur de 42 ans transportant des marchandises sur l'Interstate 80 au Wyoming, s'arrêtant près du kilomètre 313 par une nuit brumeuse de juin 2025. La voiture est vide, les clés dans le contact, la porte grande ouverte, pas une âme en vue. Il reprend la route, mais quelques kilomètres plus loin, la même voiture réapparaît. À chaque passage, elle change un peu, vitres fissurées, coffre ouvert, phares éteints. Puis, au dernier passage, la voiture est en flammes, et quelqu'un se tient sur la route, portant ses vêtements. Prêt à embarquer dans ce voyage effrayant? Allons-y. Il était 19h32 un samedi 21 juin 2025, et la nuit pesait lourdement contre le camion de Big Joe Taney alors qu'il roulait sur l'Interstate 80. La brume roulait épaisse et lourde, transformant l'interminable autoroute du Wyoming en un flou gris, un endroit où le monde semblait disparaître au-delà des phares. Joe, un homme corpulent au visage buriné par 20 ans de camionnage, portait une casquette usée tirée bas sur les yeux, son bord taché de sueur et de graisse. Il transportait des caisses de pièces de machines de Cheyenne à Salt Lake City depuis l'aube, le ronronnement de son moteur étant son seul compagnon, interrompu seulement par le crépitement occasionnel de sa radio CB. La route était déserte, Artemis s'étendant à perte de vue, leurs branches noueuses griffant l'air. Pas de ville, pas de lumière, juste les rares bornes kilométriques rouillées penchées dans le vent. Joe avait grandi dans cette région, nourri d'histoires de voyageurs perdus et de lumières fantômes, mais il les avait toujours balayées comme des contes de feu de camp. Ce soir-là, cependant, quelque chose semblait étrange, la brume plus dense qu'à l'accoutumée, le silence plus profond. Près du kilomètre 313, un endroit isolé marqué par une pancarte tordue à moitié avalée par les mauvaises herbes, il aperçut des feux de détresse clignotant devant lui, leur lueur orange tranchant la brume comme un avertissement. Quelqu'un est en difficulté ici, marmonna-t-il, sa voix rauque après trop de café noir bu d'un thermos. Il gara son camion sur le bas-côté, le gravier craquant sous ses pneus comme des os qui se brisent, le son résonnant dans le calme. Éteignant le moteur, il prit sa lampe torche, un modèle robuste qu'il portait depuis son premier trajet, et descendit, l'air froid mordant sa peau, portant une légère odeur aigre, comme du lait tourné mélangé à de l'essence. La brume s'enroulait autour de ses bottes, assez épaisse pour être goûtée, et il plissa les yeux dans la pénombre. La scène lui parut étrange dès le début. Une berline cabossée était garée de travers sur le bord de la route, ses feux de détresse pulsant comme un faible battement de cœur, un rythme presque hypnotique. La portière conducteur était ouverte, oscillant légèrement dans la brise, et les clés pendaient dans le contact, le moteur silencieux, un léger clic venant de sous le capot. Joe braqua sa lampe à l'intérieur, pas de sac, pas de téléphone, pas de traces de conducteur. Les sièges étaient usés, l'ameublement déchiré, le tableau de bord fissuré par l'âge, mais l'intérieur sentait le café rance et quelque chose de métallique, comme du sang séché depuis longtemps, une odeur qui fit froncer son nez. « Allô » appela-t-il, sa voix rebondissant dans la brume, avalée par le mur gris. Rien ne répondit sauf le vent sifflant à travers les artémises, un son solitaire et plaintif. Il contourna la voiture, jetant un coup d'œil à la banquette arrière vide, les coussins affaissés comme si quelqu'un y avait récemment été assis, et ouvrit le coffre, s'attendant à trouver une roue de secours ou des outils. Mais c'était un espace vide, le tapis taché de taches sombres qui ressemblaient suspiciously à du vieux sang. « Bizarre comme tout, dit-il, se grattant la barbe, le chaume râpant sous ses doigts. Il pensa que le conducteur avait pu s'égarer, peut-être avoir fait signe à un autre camionneur ou s'être enfoncé dans les broussailles. Alors il arracha une page de son carnet de bord, le papier craquant dans ses mains, et griffonna une note. Big Joe, kilomètre 313, 19h35, dans son gribouillis désordonné. Il la glissa sous l'essuie-glace, le papier frémissant comme un oiseau pris au piège, et pendant un instant, il crut entendre un bourdonnement bas, comme une voix trop lointaine pour être saisie, montant dessous le châssis de la voiture. Secouant cela comme un tour joué par son esprit fatigué, il remonta dans sa cabine, le siège en cuir craquant sous son poids, et reprit la route, la brume avalant la berline alors qu'il s'éloignait. Le bourdonnement persista dans ses oreilles, un faible vrombissement, et il monta le volume de la radio, laissant les chansons country noyer ce bruit. Les heures passèrent, l'horloge avançant vers 22 heures, et l'esprit de Joe dériva vers son passé. 20 ans sur la route, commençant après que l'entreprise de camionnage de son père avait fait faillite dans les années 90, le laissant avec un camion usé et une détermination obstinée à se prouver. Il avait appris les autoroutes comme le dos de sa main, des cols glacés du Colorado aux plaines plates du Nebraska,
Mais LI-80 à travers le Wyoming avait toujours semblé différent, plus sauvage, plus vide, comme s'il cachait des secrets. Il avait entendu des histoires d'autres conducteurs sur le kilomètre 313, un tronçon où les radios se coupaient et des lumières apparaissaient, mais il les avait balayées, les qualifiant de superstitions de camionneurs. Ce soir-là, cependant, la brume pesait comme un fardeau, et le bourdonnement revint, faible mais persistant, s'entremêlant à la musique. Vers minuit, ses yeux captèrent quelque chose de familier devant lui, des feux de détresse clignotant dans ce même rythme constant, un phare dans le gris. Son estomac se noua, un nœud froid se formant. Pas possible, grogna-t-il, ralentissant le camion, les freins sifflant. Il se gara à nouveau, le gravier craquant plus fort cette fois. Un son qui irritait ses nerfs, et descendit, le froid mordant davantage. C'était la même voiture, même bosse sur l'aile, même porte ouverte, même clé scintillant au tableau de bord. Mais maintenant, une fissure en toile d'araignée traversait la vitre conducteur, une ligne irrégulière qui semblait fraîche, et la lumière intérieure clignotait faiblement, projetant des ombres qui dansaient comme des figures. « Ça n'a pas de sens, dit-il, sa voix basse, presque un grognement. Il s'approcha, appelant plus fort, « Hé, quelqu'un est là !» Mais la brume étouffa tout, l'air plus froid maintenant, portant cette odeur de caoutchouc brûlé à nouveau, plus forte, mélangée à quelque chose de douceâtre et malade. Il vérifia le coffre, trouvant les mêmes taches, mais une nouvelle rayure marquait le pare-choc, profonde et irrégulière, comme si des griffes l'avaient labouré. Prenant une photo avec son téléphone, l'objectif s'embuant instantanément, il recula, entendant ce bourdonnement à nouveau, plus près cette fois, comme un murmure hors de portée, formant des mots qu'il ne pouvait saisir. La brume tourbillonna, effleurant son visage comme des doigts froids, et il jura avoir vu une ombre bouger à l'intérieur de la voiture, un éclair de main, puis disparut. Épouvanté, il sauta dans son camion, les mains tremblantes sur le volant, et accéléra, la voiture disparaissant dans ses rétroviseurs alors que la brume s'épaississait. Le bourdonnement le suivit, un bourdonnement dans son crâne, et il se frotta les tempes, la radio tombant dans le statique. Vers 2 heures du matin, l'épuisement le rongeait, ses yeux brûlants de fixer la brume, mais le cauchemar revint. Les feux de détresse flamboyèrent à quelques kilomètres devant, leur lueur perçant la brume comme un avertissement. Le cœur de Joe sombra alors qu'il se garait, le craquement du gravier maintenant une appréhension familière, le son résonnant dans sa poitrine. La voiture était là, mais changée à nouveau, la fissure dans la vitre s'était étendue, une toile de fracture, le coffre s'était ouvert plus grand, révélant cet espace sombre et taché, et les phares étaient éteints, la voiture s'affaissant comme si elle s'enfonçait dans la terre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» dit-il, sa voix se brisant, un tremblement qu'il ne pouvait cacher. Il prit une barre de fer dans sa cabine, son poids un petit réconfort contre la peur croissante, et descendit, le froid s'infiltrant dans ses os. L'intérieur puait pire maintenant, caoutchouc brûlé mélangé à de la pourriture, une odeur qui lui retournait l'estomac, comme si quelque chose était mort à l'intérieur. Il se pencha dans le coffre, s'attendant à moitié à trouver un corps, mais c'était juste des ombres, l'air à l'intérieur froid et humide, un faible goutte à goutte résonnant quelque part au fond. Une nouvelle bosse marquait le capot, comme si quelque chose de lourd s'était posé dessus, et il remarqua une empreinte de main sur la vitre, petite, étalée, mais fraîche, les doigts laissant des traînées dans la condensation. Le bourdonnement se transforma en une voix faible, murmurant des mots qu'il ne pouvait distinguer, « reste, peut-être, ou aide », et la brume tourbillonna, effleurant son visage à nouveau, plus froide cette fois, comme un souffle sur sa nuque. Il trébucha en arrière, la barre glissant dans sa prise moite, et vit une empreinte dans la terre à côté de la voiture, sa taille, mais plus profonde, comme si elle portait plus de poids. « Reste maître de toi, se dit-il, se retirant vers son camion, l'image de cette empreinte brûlant dans son esprit. Il repartit, la lueur de la voiture s'estompant, mais le bourdonnement persista, un pouls dans ses oreilles, et la brume semblait le suivre, pressant contre ses vitres. À 4 heures du matin, la terreur atteignit son apogée. Les feux de détresse brillèrent plus fort, un phare dans la brume, leur rythme maintenant erratique, comme un battement de cœur paniqué. Joe savait ce qu'il attendait, sa crainte un poids lourd, et il s'arrêta, son souffle court, s'embuant dans le froid. Il descendit, l'air mordant plus fort, et la voiture était une épave, vitres brisées en éclats dentelés, scintillant comme des dents, coffre béant comme une bouche, pneus à plat et déchirés, le capot froissé comme écrasé par une main géante. Puis il le vit, des flammes léchant le moteur, la chaleur déformant l'air, le crépitement du feu se mêlant à ce bourdonnement, maintenant un rugissement. Et là, debout sur la route devant, une figure grande, immobile, portant une veste et une casquette de camionneur identique aux siennes, le patch sur le coude qu'il avait cousu après une bagarre dans un bar des années plus tôt clairement visible, le fil effiloché mais familier. « Hé !»
cria Joe, sa lampe tremblant dans sa prise, le faisceau vacillant alors qu'il touchait la figure. Elle se tourna lentement, son visage caché dans l'ombre, mais les vêtements étaient les siens jusqu'aux bottes éraflées qu'il portait depuis 10 ans, la semelle usée sur le côté gauche. La voiture éclata en une boule de feu, l'explosion projetant Joe en arrière, la chaleur brûlant son visage, roussissant ses sourcils. Il se releva, le cœur battant, le gravier s'enfonçant dans ses paumes, et courut vers son camion, verrouillant les portes alors que les flammes rugissaient, la figure disparaissant dans le feu. Le bourdonnement se transforma en un rire, résonnant dans son crâne, profond et moqueur, et il agrippa le volant, la sueur se mêlant au froid, son souffle venant par à-coups. La brume se referma, la lueur du feu s'estompant, mais le rire persista, un son qui s'enfonça dans son cerveau. Le reste de la nuit s'étira en un cauchemar, les heures se fondant dans une brume de peur. Joe conduisit vite, son esprit tourbillonnant d'images de la figure, de la voiture en feu, du bourdonnement qui ne s'arrêtait pas. Il essaya sa CB, mais elle crépita de statique, aucune voix ne perçant, juste ce rire en boucle, faiblement accompagné de murmures qu'il ne pouvait comprendre. La brume le suivit, pressant contre ses vitres, une chose vivante qui semblait respirer, et chaque ombre sur la route, Artémise oscillant, rocher scintillant, même son propre reflet dans le rétroviseur latéral le faisait sursauter, ses mains se crispant sur le volant. Vers 6 heures, l'adrénaline s'estompa, et l'épuisement frappa fort, son corps douloureux de la tension. Il s'arrêta à un point de repos, un poste isolé avec une pancarte clignotante disant « Dernière chance » et une machine distributrice bourdonnant dans l'obscurité, ses lumières projetant de longues ombres déformées. Ses mains tremblaient alors qu'il vérifiait sa caméra de tableau de bord, les images commençant normalement, son camion roulant sur LI-80, la brume épaisse et oppressante mais devenant ensuite étrange. Aucune voiture n'apparaissait, aucun feu de détresse, juste son camion avançant seul, la route vide derrière lui. Il rembobina, image par image, plissant les yeux sur l'écran, son souffle se coupant, et ne vit rien, pas de berline, pas de figure, pas de flamme, juste le gris interminable. « C'est impossible », murmura-t-il, sa voix se brisant, une fissure dans sa robustesse habituelle. L'écran clignota, et pendant une fraction de seconde, son propre visage le fixa en retour, les yeux creux et souriants, le patch sur sa veste brillant faiblement, la marque de brûlure de l'explosion maintenant gravée dans le tissu. Il lâcha la tablette, les mains moites, l'image se gravant dans son esprit, et se frotta les yeux, espérant que c'était une défaillance. Il essaya de chasser cela, prenant un café rassis à la machine distributrice, la tasse chaude contre ses doigts froids, mais le point de repos semblait faux, trop silencieux, les lumières bourdonnant comme des mouches, l'air épais avec cette odeur aigre, maintenant mêlée de fumée. Il vérifia sa veste, et la marque de brûlure s'était étendue, une cicatrice noire rampant sur la manche, sentant la cendre et l'essence. De retour dans la cabine, il revit la caméra, et cette fois, les images glitchèrent montrant brièvement la voiture, clignotant comme un mauvais signal, la figure dans ses vêtements debout à côté, son visage flou, puis s'aiguisant en ses propres traits, tordu et pâle. L'audio se déclencha, un faible bourdonnement, puis sa propre voix murmurant « Tu ne peux pas m'échapper ». Joe lâcha la tablette à nouveau, les mains tremblantes, les mots résonnant dans sa tête, un chant qui ne s'arrêtait pas. Il accéléra, l'autoroute s'étendant sans fin, la brume se refermant comme une chose vivante, le bourdonnement un grondement constant. Vers 8 heures, les feux de détresse clignotèrent à nouveau, leur lueur une cruelle taquinerie dans le gris. Il ralentit, la crainte s'accumulant dans son estomac, une sensation lourde et malade, et se gara, son souffle s'embuant sur le pare-brise alors qu'il touchait la figure. La voiture était là, brûlée, une coque de métal tordue, des cendres dérivant dans le vent comme une neige fantôme, la figure partie. Mais sa veste gisait sur la route, roussie et vide, le patch encore intact, la marque de brûlure brillant faiblement. Il la ramassa, le tissu chaud malgré le froid, et une main froide effleura son bras, rien là quand il regarda, juste la brume tourbillonnant, épaisse et suffocante. « Sors de ma tête », grogna-t-il, la jetant au loin, la veste atterrissant avec un bruit mouillé, s'enfonçant dans la terre comme si le sol l'avalait. Il conduisit, mais la brume s'épaissit, et les pancartes des kilomètres se brouillèrent, tout indiquant 313, peu importe la distance parcourue, les chiffres brillant en rouge dans la brume. Son camion tout sauta, le jauge d'essence tombant rapidement malgré un plein ce matin, l'aiguille glissant vers vide à chaque kilomètre. La CB crépita avec ce bourdonnement à nouveau, maintenant rejoint par des cris faibles, aigus et désespérés, coupant à travers le statique. Il frappa le tableau de bord, criant « Marche, bon sang !» Mais la radio ne fit que rire, sa propre voix se moquant de lui. À 10 heures, il vit cela devant la voiture, intacte à nouveau, feu de détresse clignotant,
porte ouverte, la lumière intérieure vacillant comme un pouls mourant. Il s'arrêta, figé, son souffle embuant le pare-brise, alors que la figure sortit, portant ses vêtements, la veste impeccable maintenant, la casquette inclinée comme il la portait, le visage clair, le sien, mais pâle et souriant, les yeux enfoncés comme des puits, des vides noirs qui aspiraient la lumière. « Rejoins-moi » râla-t-elle, sa voix résonnant dans son crâne, secouant ses os, un son qui vibrait dans sa poitrine. Joe écrasa l'accélérateur, mais le camion ne bougea pas, les roues tournant sur une glace invisible, le moteur gémissant comme un animal blessé. La figure approcha, ses pas silencieux, la voiture éclatant en flammes derrière elle, la chaleur l'inondant, roussissant ses cheveux. Il saisit sa barre de fer, balançant sauvagement, le métal sifflant dans l'air, mais elle traversa la figure, son reflet ondulant dans ses yeux, déformé et creux, un miroir de sa propre peur. La cabine se remplit de fumée, la chaleur brûlant sa peau, cloquant ses mains sur le volant, et il cria alors que des mains, les siennes, mais grises et décomposées, ongles fissurés et noirs le tirèrent du siège, leur prise glaciale et inflexible. Il se battit, donnant des coups de pied et balançant, la barre claquant contre la porte, enfonçant le métal, mais les mains le traînèrent vers la voiture en feu. La brume s'écarta, révélant un tronçon d'autoroute bordé de berlines identiques, toutes vides, toutes clignotant avec des feux de détresse, s'étendant à l'infini comme une boucle cauchemardesque, leurs portes ouvertes, coffres béants, vitres fendues. La figure, son double, se tenait près des flammes, son sourire s'élargissant, les dents acérées et jaunes, et l'intérieur de la voiture brillait de visages, yeux suppliants, bouche ouverte en cris silencieux, leur voix se joignant au bourdonnement. « Tu es l'un de nous maintenant, » dit-elle, sa voix un cœur de murmure, chaque mot un clou dans son esprit. Joe griffa le sol, les artémises se déchirant sous ses ongles, tirant du sang, mais les mains se resserrèrent, le tirant plus près, la chaleur brûlant ses jambes, son jean fumant. Il rugit, enfonçant la barre dans le sol, s'ancrant, le métal se pliant sous son poids. Mais la terre céda, un gouffre s'ouvrant sous lui, la terre s'effritant comme de la cendre. Il tomba, le monde tournant, les flammes léchant ses bottes, la chaleur brûlant ses semelles, et atterrit durement sur un sol froid et humide. L'air puait l'huile et la pourriture, épais et étouffant, et autour de lui s'étendait une caverne, mur de métal tordu, voitures empilées comme des cercueils, leurs feux de détresse clignotant à l'unisson, une mer de pulsations oranges. Des ombres bougeaient entre elles, des figures en veste de camionneurs, leurs visages vides mais familiers d'autres conducteurs, piégés, leurs yeux creux, bouche bougeant silencieusement. Une voix tonna, la sienne mais plus profonde, résonnant comme un tonnerre. « Bienvenue au kilomètre 313 ». Les mots résonnèrent, rebondissant sur le métal, et Joe se releva en titubant, la barre toujours en main, son bout ébréché par la chute. Il vit un tunnel devant, étroit et sombre, la berline de la route garée à son extrémité, sa porte ouverte, invitante, l'intérieur brillant faiblement, des visages pressés contre la vitre. Il courut, la caverne tremblant, les voitures s'effondrant derrière lui, le métal grinçant, le bourdonnement se transformant en un rugissement, une cacophonie de cris et de rires. Le tunnel se tordit, les murs se resserrant, le métal raclant ses épaules, et il trébucha, la barre glissant dans une fissure, perdu à jamais, avalé par l'obscurité. Il rampa, l'air devenant plus rare, les voix plus fortes, appelant son nom, Joe, 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 un chant qui perça son crâne. Des mains le saisirent, froides et osseuses, tirant sur ses jambes, et il donna des coups de pied, ses bottes heurtant quelque chose de solide, un grognement résonnant en retour. Émergeant, il se retrouva sur LI-80, la brume plus fine mais toujours lourde, s'accrochant au sol comme un linceul. Son camion était devant, moteur tournant, phare coupant le gris, mais la caméra de tableau de bord clignota, montrant la caverne, les voitures, son double debout près de la berline, son sourire figé. Il monta, les mains tremblantes, le siège chaud comme si quelqu'un venait de le quitter, et conduisit, l'autoroute s'étendant sans fin. À chaque kilomètre, les feux de détresse clignotaient, la voiture réapparaissant d'abord intacte, la peinture luisante, puis fissurée, les vitres en toile d'araignée, puis brûlant, la figure toujours là, portant ses vêtements, son visage plus clair à chaque fois, ses propres yeux le fixant, noir et sans fin. Il essaya de demander de l'aide à la radio, mais la CB crachota de statique et de rire, sa voix se moquant de lui, répétant « Tu ne peux pas partir ». Le jauge d'essence tomba à vide, mais le camion continua, le moteur un battement dans le silence, les lumières du tableau de bord s'assombrissant, puis s'enflammant en rouge. Il vérifia les miroirs, rien que de la brume, mais le siège passager craqua, un poids s'installant à côté de lui, l'ameublement s'affaissant. Une main, la sienne, mais froide, la peau grise et pelée, reposa sur son épaule, les doigts s'enfonçant, et un murmure remplit la cabine. « Nous sommes chez nous ».
Les pancartes des kilomètres indiquaient toutes 313, les chiffres brillants en rouge, pulsant comme les feux de détresse, et au loin, un nouvel ensemble de lumières clignota, une nouvelle voiture attendant, sa porte ouverte, l'intérieur brillant de visages. Il fit une embardée, essayant de s'échapper, mais la route boucla, le même tronçon se répétant, les artémises identiques, les pancartes un cœur moqueur. Le double apparut à nouveau, debout sur la route, son visage scindé, moitié le sien, moitié décomposé, le sourire s'élargissant. Joe écrasa les freins, le camion dérapant, et la figure fusionna avec lui, son froid s'infiltrant dans sa poitrine, son cœur trébuchant. Il haleta, la cabine se remplissant de fumée, la chaleur revenant, et vit son reflet dans le pare-brise, son visage, mais scindé, une moitié vivante, une moitié pourrissante, le patch sur sa veste brûlée, la marque de brûlure s'étendant sur sa peau. Les jours se fondirent dans les nuits, le camion roulant sans arrêt, la brume un compagnon constant. Il cessa de manger, la nourriture dans son réfrigérateur pourrissant au vernict, sentant la pourriture, et ses mains tremblaient, l'absence de la barre un poids dans son esprit. La caméra de tableau de bord ne montrait que son camion, mais l'audio murmurait son nom, un chœur de voix, et le siège passager bougea, le poids à côté de lui devenant solide, une présence qu'il pouvait sentir mais pas voir. Une main, la sienne, mais froide, reposa sur son épaule, et un murmure remplit la cabine. « Nous sommes chez nous !» Les pancartes indiquaient toutes 313, et au loin, un nouvel ensemble de feux de détresse clignota, une nouvelle voiture attendant, sa porte ouverte, l'intérieur brillant de visages. Le lendemain matin, un policier d'État trouva le camion de Joe abandonné près du kilomètre 313. La cabine était vide, la caméra de tableau de bord roulant sur du statique. Il la repassa, et l'écran montra seulement le camion, seul sur la route. Puis, un clignotement des feux de détresse au loin, et une figure en veste de camionneur sortant, son visage caché. Le policier frissonna, notant les marques de brûlure sur le volant, et s'éloigna. Dans la brume derrière, les lumières clignotèrent à nouveau, et une voix murmura « Aidez-moi !» Histoire numéro 2. Le silence mortel à la station 7. Imaginez ceci. Vous êtes un camionneur roulant seul de nuit, vous accordant sur une station de radio locale pour rester éveillé, quand vous entendez une émission narrant votre propre trajet, en temps réel, comme si elle vous suivait. C'est ce qui est arrivé à Rusty Malone, un maigre camionneur de 38 ans transportant de la nourriture pour bétail à travers le Nouveau-Mexique, captant un signal près d'une station-service isolée par une nuit brumeuse de juin 2025. La voix décrit les sorties avant qu'il ne les atteigne et l'avertit de « ne pas prendre la sortie 7 ». Il essaie de l'ignorer, mais à la sortie 7, sa radio CB explose de statique et de voix brouillées. Le lendemain, il demande autour de lui, les locaux disent que la station a brûlé il y a 10 ans. Prêt à syntoniser cette fréquence effrayante? Allons-y. Il était 19h41 un samedi 21 juin 2025. Et la nuit pesait lourdement contre le camion de Rusty Malone alors qu'il roulait sur un tronçon solitaire de l'autoroute au Nouveau-Mexique. La brume pendait épaisse, transformant la route désertique en un flou gris, un endroit où les étoiles disparaissaient et le silence semblait vivant, comme si quelque chose respirait là-dehors dans l'obscurité, observant depuis les ombres. Rusty, un homme maigre au visage brûlé par le soleil et une casquette de camionneur usé au bord, transportait des sacs de nourriture pour bétail d'Albuquerque à El Paso depuis l'aube. Le bourdonnement de son moteur et l'occasionnel bêlement d'une brebis égarée dans sa cargaison étaient ses seuls compagnons. La radio CB crépitant faiblement de statique, son antenne oscillant à chaque bosse. La route était vide, cactus et broussailles s'étendant à l'infini, leurs formes épineuses dominant comme des veilleurs silencieux. Pas de lumière, pas de ville, juste les rares pancartes délavées marquant les kilomètres, leurs lettres écaillées et effacées par le soleil implacable. Rusty avait grandi ici, nourri d'histoires de fantômes du désert et de signaux perdus par son grand-père. Un conducteur retraité qui jurait avoir entendu des voix sur des fréquences vides tard dans la nuit, des voix qui appelaient son nom. Rusty avait toujours ri de ces récits comme des bavardages d'anciens, mais ce soir-là, la brume semblait différente, plus épaisse, plus lourde, comme si elle cachait quelque chose, pressant contre ses vitres comme une chose vivante. Près d'une station-service isolée, un endroit délabré avec une pancarte au néon clignotante disant « Déserte à veine », il capta un faible signal radio sur son tableau de bord. La pancarte bourdonnait faiblement, sa lueur verte à peine coupant la brume, projetant de longues ombres déformées sur le pavé fissuré. L'endroit semblait abandonné, pavé craquelé jonché de bouteilles brisées scintillant dans la faible lumière, un dîner aux fenêtres barricadées s'affaissant comme des yeux fatigués, le bois tordu éclaté, et une pompe à essence rouillée solidifiée, son tuyau pendant comme un serpent mort. « Ça pourrait me tenir éveillé », marmonna-t-il, sa voix rauque après des heures à se parler pour lutter contre la solitude,
les mots résonnant dans la cabine. Il tourna le bouton de sa radio, le statique cédant la place à une émission crépitante, Station 7, une fréquence locale dont il se souvenait vaguement de son adolescence, quand il s'échappait pour écouter des émissions tardives avec son grand-père, les deux blottis autour d'un vieux transistor, riant des contes sauvages. La voix qui en sortit était calme, presque trop lisse, comme un digi lisant un script avec un sourire, et elle envoya un frisson dans son dos, dressant les cheveux de sa nuque. Rusty Malone, roulant vers l'est sur la route 70, passant le kilomètre 42, dit-elle, les mots correspondant exactement à sa position sur la route, le kilométrage cliquant juste comme elle parlait, la coïncidence trop parfaite pour être ignorée. Il se figea, les mains se crispant sur le volant, la tasse de café sur ses genoux débordant, tachant son jean. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il, jetant un coup d'œil à la radio, son cœur accélérant, un tambour dans sa poitrine. La voix continua, décrivant la route devant avec une précision effrayante, la courbe près du lit de ruisseau sec où le sol s'inclinait et le sable tourbillonnait, la pancarte solitaire d'un motel fermé quand il était enfant, ses lettres délavées s'écaillant comme de la peau, le cadre rouillé grinçant dans le vent. Prochaine sortie, la 7. Ne la prenez pas, avertit-elle, le ton changeant pour une pointe acérée, comme un professeur réprimandant un fauteur de troubles, les mots portant un poids qui tordit son estomac. Rusty secoua la tête, pensant à une farce ou une étrange coïncidence. Peut-être une station utilisant une technologie GPS pour taquiner les conducteurs, un nouveau gadget pour garder les auditeurs accrochés. Il continua, la brume s'enroulant autour de son camion comme une chose vivante, les phares à peine perçant le gris, les faisceaux avalés par la brume. La voix s'estompa, mais le bourdonnement de l'émission persista, un faible vrombissement en arrière-plan, s'entremêlant à la chanson country qu'il avait montée pour la noyer, les paroles sur l'amour perdu sonnant maintenant creuses. Les heures s'écoulèrent, l'horloge atteignant 21 heures, et l'esprit de Rusty dériva vers son passé. 18 ans sur la route, commençant après que le ranch de son père avait fait faillite quand il avait 20 ans, la sécheresse tuant le bétail et ses rêves avec, la terre sèche se fissurant sous ses bottes alors qu'il s'éloignait. Il avait perdu sa mère d'une fièvre quand il avait 10 ans, son visage s'effaçant de sa mémoire, un flou d'yeux gentils et de mains douces, et son père ne s'en remit jamais, buvant jusqu'à une tombe précoce quand Rusty avait 19 ans, la bouteille de whisky son seul compagnon dans ses derniers jours. L'autoroute devint son foyer, la solitude son bouclier contre la douleur, les kilomètres sans fin une façon de fuir les fantômes de sa famille. Il avait entendu des histoires d'autres conducteurs sur des signaux étranges ici, des voix sur des canaux morts, des murmures appelant leur nom, mais il les avait toujours écartés, les qualifiant de superstitions de camionneurs, le genre d'histoire qu'on raconte pour passer le temps. Ce soir-là, cependant, la brume pesait, et la voix radio le hantait, une démangeaison persistante qu'il ne pouvait gratter, une voix qui le connaissait trop bien. Vers 22 heures, l'émission crépita à nouveau, plus fluide maintenant, comme si elle s'installait pour la longue route. Rusty Malone, approchant le kilomètre 45, camion stable sur l'asphalte, pneus bourdonnants, chargement bougeant légèrement, dit-elle, les mots suivant chacun de ses mouvements, les brebis bêlant comme sur commande. Elle lista les sorties 6, 8, 9 puis revint en arrière. La sortie c'est arrive. Ne la prenez pas, répéta-t-elle, la voix tombant plus bas, presque un grognement, l'avertissement teinté de quelque chose de sombre, quelque chose de personnel. La pancarte de la sortie se dressa devant lui, un marqueur rouillé avec 7, peint en rouge écaillé, le chiffre brillant faiblement dans ses phares, comme illuminé de l'intérieur, la peinture pulsant avec un faible rythme. Son estomac se tordit, un nœud froid se formant, et ses mains se crispèrent sur le volant, le cuir craquant sous sa prise. Il passa, se disant que c'était juste son imagination s'emballant après trop d'heures au volant, la brume jouant des tours à ses yeux fatigués. Puis sa radio CB s'enflamma, le statique hurlant comme une banshee, des voix brouillées coupant à travers. « Reste loin, reviens, ça attend ». Les mots mélangés mais assez clairs pour lui donner la chair de poule, le son griffant ses oreilles. Son cœur battait la chamade, et il frappa la radio avec sa paume, le son mourant mais laissant un bourdonnement dans ses oreilles, une vibration qui semblait être dans sa tête, s'enfonçant profondément. Il se frotta les tempes, le café goûtant amer maintenant, la chaleur partit, et continua, la brume s'épaississant autour de lui, le bourdonnement un compagnon constant. Vers 23 heures, la brume devint un mur, la route un tunnel de gris, et l'émission revint, plus forte, plus confiante. Rusty Malone, passant la vieille tour d'eau, sa peinture s'écaillant dans le vent, le métal gémissant. « La sortie c'est derrière toi mes proches », dit la voix, son ton presque amical, comme un vieux copain discutant autour d'une bière, les détails trop spécifiques pour être aléatoires. Tu l'as dépassée, mais elle attend. La prochaine fois, écoute.
Les mains de Rusty tremblaient, le volant glissant de sueur, ses jointures blanches, la cabine semblant plus petite à chaque mot. Il jeta un coup d'œil dans ses rétroviseurs, rien que de la brume, mais le bourdonnement grandit, un faible grondement traversant la cabine, vibrant dans sa poitrine comme un deuxième battement de cœur, un rythme qui suivait son propre pouls. Il sortit son téléphone et lança l'enregistrement, capturant l'émission, l'audio crépitant avec la voix. « Ne m'ignore pas encore ». La CB resta silencieuse, mais l'air devint plus froid, la brume pressant contre les vitres comme des mains humides, laissant des traînées faibles sur le verre, des stries semblables à des doigts. Il monta le chauffage, la cabine se réchauffant, les évents tremblants, mais le froid persista, s'infiltrant dans ses os, et il jura sentir un souffle sur son oreille, une bouffée froide qui le fit tourner la tête brusquement. Rien n'était là, juste le siège passager vide, les brebis silencieuses maintenant, mais le bourdonnement s'intensifia, un murmure qu'il ne pouvait saisir, un mot formant « reste » avant de s'estomper. À 1 heure, le cauchemar s'aggrava. La pancarte au néon de la station-service brillait devant, un faible pouls dans la brume, et la radio crépita à nouveau. Rusty Malone, approchant Desert Haven. La sortie s'était proche. « Détourne-toi » urgea la voix, sa fluidité se brisant en un sifflement, comme si elle était en colère, les mots tranchants et coupants, un ordre qu'il ne pouvait ignorer. Rusty s'arrêta, le gravier craquant sous ses pneus, ayant besoin d'une pause malgré l'avertissement, ses jambes tremblantes après des heures de conduite et cette peur lancinante griffant son esprit. La station-service était une ville fantôme, pavée craquelée jonchée de bouteilles brisées scintillant dans la faible lumière, un dîner aux fenêtres barricadées s'affaissant comme des yeux fatigués, le bois tordu éclaté, un téléphone public pendouillant par son cordon, oscillant dans la brise comme un pendu, son combiné frappant le poteau. Il descendit, le froid mordant sa peau, l'air sentant la poussière et quelque chose de brûlé, comme de vieilles cendres mélangées à de l'essence, une odeur qui lui retourna l'estomac, son nez se fronçant. La voix radio le suivit, faible mais claire. « Tu ne devrais pas être ici. » Sa CB s'enflamma, le statique rugissant, des voix superposées. « Sors, ça vient, trop tard !» Les mots un chaos qui perça son crâne, le son résonnant dans la brume. Il se précipita vers le camion, la brume tourbillonnant, et vit une ombre bouger près du dîner, une figure grande, son contour flou, sa veste claquant, disparut en un clin d'œil, ne laissant que le bourdonnement derrière. Son souffle se coupa, et il verrouilla les portes, la cabine semblant un piège, l'air épais avec cette odeur de fumée et de froid, le bourdonnement un pouls constant dans ses oreilles. À 2 heures, la terreur grandit. L'émission revint, plus forte, insistante, Rusty Malone, toujours à Desert Haven. La sortie cet appel. Ne répond pas. Il essaya de partir, mais le moteur tout sauta, mourant avec un gémissement, le laissant bloqué dans la brume, les lumières du tableau de bord clignotant comme des yeux mourants. Redescendant, le froid plus tranchant maintenant, il vit la pancarte de la sortie briller faiblement, le 7, pulsant en rouge comme un battement de cœur, la lumière projetant de longues ombres sur le pavé, s'étendant vers lui comme des doigts. La CB explosa, statique et voix. « Tu es le prochain, ça te voit, pas d'échappatoire ». Et la figure apparut près de la pancarte, grande et mince, son visage caché dans la brume, portant une veste de camionneur avec un patch comme le sien, le tissu déchiré à l'épaule, la couture effilochée. « Hé !» cria Rusty, sa lampe tremblant, le faisceau vacillant alors qu'il touchait la figure, la lumière rebondissant sur la veste. Elle se tourna lentement, la veste captant la lumière, le patch brillant faiblement, et la CB hurla à nouveau, les voix fusionnant en un gémissement qui fit sonner ses oreilles, un son qui vibra dans sa poitrine. Il courut vers le camion, trébuchant avec la serrure, la figure disparaissant alors que la brume s'épaississait, le bourdonnement se transformant en un rire, bas et moqueur, résonnant dans sa tête, rebondissant sur les murs de son crâne. Il claqua la porte, haletant, la cabine semblant une cage, l'air lourd de fumée et de froid, le rire persistant comme un mauvais souvenir. À 3 heures, le cauchemar ne s'arrêtait pas. La radio crépita, la voix revenue, plus aiguë maintenant. Rusty Malone, piégé à Desert Haven. La sortie s'était à fin. Il réessaya le moteur, mais il ne démarra pas, les lumières du tableau clignotant, les jauges tournant follement. Redescendant, la brume était un mur, la pancarte de la sortie plus brillante, le 7, pulsant plus vite, la lumière rouge saignant dans le gris. La CB rugit, voix et statique fusionnant en un hurlement. « Rejoins-nous, c'est trop tard !» Et la figure se tenait près du dîner maintenant, sa veste claquant, son visage plus clair, une version tordue de lui-même, les yeux creux, la bouche une gueule béante. « Éloigne-toi !» cria-t-il, balançant la lampe, le faisceau inutile, la figure s'approchant, son rire un rugissement. Il trébucha à nouveau, la barre qu'il gardait sous le siège tombant,
Et il la saisit, balançant sauvagement, le métal sifflant dans l'air. Elle traversa, mais la figure tressaillit, son corps ondulant, et la CB génie, les voix suppliant. Il courut en arrière, la brume se refermant, le bourdonnement un cri dans ses oreilles, la cabine un refuge hors de portée. La nuit s'étira en une brume de peur, les heures se mêlant en un flou. Rusty s'assit dans la cabine, le moteur mort, la radio silencieuse mais le bourdonnement persistant, un grondement qui vibrait à travers ses os, un son qui semblait vivant. Il réessaya la CB, mais elle cracha du statique et des murmures, son nom résonnant, Rusty, 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 comme une prière déformée, les voix superposées, certaines graves, certaines aiguës, toutes l'appelant. La brume pressait contre les vitres, et chaque ombre dehors, la pancarte brisée du dîner, le cordon du téléphone, la forme fugitive de la figure le faisait sursauter, son cœur battant contre ses côtes, son souffle embuant le verre. Vers 5 heures, l'adrénaline s'estompa, et l'épuisement frappa fort, son corps douloureux, ses yeux brûlants de fixer le gris. Il sortit l'enregistrement du téléphone, le repassant, la voix lisse et étrange, l'avertissement sur la sortie 7 claire, le bourdonnement un fond constant. Il essaya de partir quand le moteur tout sauta à la vie, mais l'autoroute boucla vers la sortie 7 peu importe la direction. La pancarte toujours là, brillant en rouge, la brume un compagnon constant, la figure attendant au loin. Vers 7 heures, il atteignit un dîner à des kilomètres, un endroit animé avec des camionneurs faisant le plein et des serveuses affairées. L'odeur du bacon et du café un contraste saisissant avec la nuit. Ses mains tremblaient alors qu'il demandait à la serveuse, une femme fatiguée nommée Carla avec des mèches grises dans les cheveux, à propos de la station 7. Son visage pâli, sa cafetière tremblant dans sa prise, le liquide débordant. Brûlé il y a 10 ans, dit-elle, sa voix basse, presque un murmure, ses yeux se tournant vers la fenêtre. Le feu a pris tout l'équipage, DJ, technicien, tout le monde. On n'a jamais retrouvé les corps. Certains disent que le signal hante encore les ondes, appelant les gens, les attirant vers la sortie 7, les piégeant là. Rusty lui montra l'enregistrement, la voix narrant son trajet, l'avertissement clair, et elle recula, se signant, ses mains tremblantes, la cafetière claquant sur le comptoir. Ça n'a pas de sens, murmura-t-elle, les yeux écarquillés de peur, sa voix tremblante. Il hocha la tête, le bourdonnement toujours dans ses oreilles, un bourdonnement constant, et retourna au camion, le bruit du dîner s'estompant derrière lui, la brume rampant plus près, l'air plus froid dehors. Dans la cabine, il repassa la bande, la voix lisse et familière, les avertissements sur la sortie 7 en boucle, le bourdonnement impoussable. Puis cela le frappa, la voix était la sienne, déformée mais reconnaissable, narrant chacun de ses mouvements. L'avertissement sur la sortie 7 ses propres mots tordus en une menace, le ton froid et étranger, l'intonation correspondant à son accent traînant. Le lendemain matin, un policier d'État trouva son camion abandonné près de la sortie 7. La cabine était vide, la radio jouant du statique, le bourdonnement un faible pouls, la barre sur le sol. Il repassa la bande, et la voix, celle de Rusty, murmura « Aidez-moi !» Histoire numéro 3. Le poids dans la remorque. Imaginez ceci. Vous êtes un camionneur transportant une remorque vide à travers les Rocheuses, et vous commencez à sentir quelque chose bouger à l'intérieur, mais elle est censée être vide. C'est ce qui est arrivé à Jake Rusty Carter, un maigre camionneur de 39 ans transportant des marchandises à travers le Colorado, se dirigeant vers Denver par une nuit brumeuse de juin 2025. Il entend des bruits de déplacement dans les virages serrés des montagnes. La station de pesée montre que son camion gagne du poids, 200 livres à la fois, et à un arrêt, il découvre des marques de griffes profondes sur le plancher, mais rien à l'intérieur. Chaque nuit, la remorque devient plus lourde, mettant son moteur à rude épreuve en montée. Lorsqu'il atteint Denver, les ouvriers ouvrent la remorque, et elle est remplie d'eau avec son reflet absent de la flaque à l'intérieur. Prêt à embarquer dans ce voyage effrayant? Allons-y. Il était 19h56 un samedi 21 juin 2025, et la nuit pesait lourdement contre le camion de Jake Rusty Carter alors qu'il roulait sur une route sinueuse dans les Rocheuses du Colorado. La brume pendait épaisse, transformant le col escarpé en un flou gris, un endroit où les pins se dressaient comme des gardes silencieux et l'air semblait lourd, comme si quelque chose guettait juste hors de vue, attendant dans les ombres avec une patience qui glaçait les os et dressait les cheveux de sa nuque. Jake, un homme maigre avec une barbe hirsute et une casquette usée tirée bas sur les yeux, avait transporté des appareils électroniques de grande jonction à Denver depuis l'aube, déchargeant la cargaison cet après-midi dans un entrepôt bourdonnant d'ouvriers, leur voix s'estompant alors qu'il s'éloignait, le dernier lançant un au revoir qu'il a peine entendu. Le grondement de son moteur était son seul compagnon maintenant, la radio CB silencieuse sauf pour un faible bourdonnement statique, l'antenne oscillant à chaque bosse,
tapant contre la cabine comme un fantôme agité frappant pour entrer, le son un rythme constant dans le silence. La route était solitaire, falaises rocheuses s'élevant d'un côté, leur surface dentelée et sombre, striée de mousse qui luisait dans l'humidité, une chute abrupte de l'autre où la brume cachait le fond, avalant tout son de chute, le vide en dessous un mystère, pas de lumière, pas de ville, juste les rares arrêts avec une pancarte branlante oscillant dans la brise, sa peinture s'écaillant comme de la vieille peau, le bois grinçant à chaque rafale. Jake conduisait dans ces montagnes depuis 15 ans, élevé avec des histoires de camions fantômes et de bruits étranges par son père, un conducteur retraité qui jurait avoir entendu des murmures dans le vent ici, des voix appelant des noms tard dans la nuit, leur ton désespéré et creux, leurs mots s'attardant comme un mauvais rêve. Il avait toujours ri de cela, le qualifiant de conte d'ancien pour effrayer les enfants autour du feu de camp, mais ce soir-là, la brume semblait différente, plus froide, plus épaisse, comme si elle cachait quelque chose, pressant contre ses vitres avec un poids étrange, le verre s'embuant de l'extérieur vers l'intérieur, l'humidité s'infiltrant par les fissures, laissant un film à l'intérieur. Vers 20h30, en prenant un virage serré autour d'un coude abrupt, la route se rétrécissant entre les falaises, les pneus frôlant le bord, il ressentit cela, un léger déplacement à l'intérieur de la remorque, comme quelque chose de lourd glissant sur le plancher, le son étouffé mais distinct, un raclement suivi d'un choc qui vibra à travers le cadre, le secouant sur son siège. La remorque était censée être vide, les appareils électroniques déchargés des heures plus tôt à l'entrepôt, l'espace vérifié et verrouillé par l'équipe, leur rire résonnant alors qu'il signait ses papiers, le presse-papier claquant contre le métal. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il, sa voix rauque de la longue journée, les mots se coinçant dans sa gorge, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, la brume avalant la remorque derrière lui, son contour à peine visible, une forme sombre dans le gris, les bords flous. Il ralentit, le moteur bourdonnant, les pneus craquant sur le bord graveleux, le son aigu dans le calme, et écouta attentivement, son souffle court, sa poitrine serrée. Un faible raclement résonna à nouveau, comme du métal traîné, suivi d'un choc, puis d'une claque humide, les sons venant de l'arrière, le rythme inégal, comme si quelque chose était agité, faisant les 100 pas dans l'obscurité. Son cœur s'accéléra, un battement rapide dans sa poitrine, et il serra le volant plus fort, le cuir craquant sous ses mains, la cabine semblant plus petite, l'air devenant épais, le froid s'infiltrant par les évents. Juste le vent, se dit-il, mais la brume se rapprocha, l'air devenant humide, sentant le pain et quelque chose d'aigre, comme de la viande ancienne laissée trop longtemps au soleil, l'odeur rampant dans son nez, le faisant gager, le goût amer sur sa langue. Vers 22h, il atteignit une station de pesée, les lumières clignotant au-dessus, projetant des ombres agitées sur les balances, le béton taché d'huile et de marques de pneus, l'air lourd de diesel et d'une légère odeur de rouille. L'employé, un homme fatigué avec un presse-papier et une moustache tombante, lui fit signe de passer, son visage pâle sous les lumières bourdonnantes, les yeux enfoncés. Mais le moniteur bipa, montrant 2000 livres 200 de plus que son camion vide ne devrait peser, le poids de base de la remorque plus la cabine, le chiffre rouge éclatant contre l'écran noir. « Et, vérifie ça » dit Jake, se penchant par la fenêtre, son souffle s'embuant dans le froid, la brume s'enroulant autour de son visage, s'accrochant à sa barbe, mais l'employé haussa les épaules, marmonnant « Doit être une erreur », les lumières bourdonnant comme un essaim de mouche, sa voix plate et indifférente. Jake repartit, mal à l'aise, le chiffre collant dans son esprit, un poids sur sa poitrine, un nœud qu'il ne pouvait défaire, et 1 heure plus tard, une autre station de pesée indiqua 2200 livres, l'écran rougeoyant sous les ampoules clignotantes, les chiffres stables malgré ses protestations, le bourdonnement s'intensifiant. « Pas possible » murmura-t-il, les chiffres montant, la brume s'épaississant, la remorque craquant à chaque virage, les déplacements à l'intérieur plus forts maintenant, comme si quelque chose faisait les 100 pas, les chocs plus lourds, les raclements plus aigus, les claques humides plus fréquentes, les sons se superposant en un rythme qui lui serra les dents. Il tapa sur le moniteur, le plastique froid sous ses doigts, la surface glissante de condensation. Mais la lecture tint bon, les lumières dansant, le bourdonnement grandissant dans ses oreilles, une vibration qui semblait vivante, pulsant avec le battement de son cœur. Vers minuit, l'épuisement le frappa, ses yeux brûlants de fixer le gris, la route un tunnel de brume, et il s'arrêta à un point de repos, la pancarte grinçant dans le vent, le bois tordu éclaté, le gravier craquant sous ses pneus comme des os qui se brisent, le son résonnant contre les falaises, revenant vers lui. Il prit sa lampe, le faisceau vacillant dans sa main, la batterie faible, la lumière s'estompant au bord, et vérifia la remorque, la porte gémissant alors qu'il l'ouvrait, le métal froid contre ses doigts, les charnières couinant comme si elles souffraient, le son coupant la brume. À l'intérieur, c'était sombre, vide ou du moins semblait-il au premier coup d'œil, les ombres épaisses et mouvantes, les coins perdus dans la pénombre, l'air lourd de silence, l'immobilité oppressante. De profondes marques de griffes scarifiaient le plancher métallique, longues et irrégulières,
comme si quelque chose de gros l'avait rayé avec des ongles aigus, les bords luisants sous son faisceau, le métal bosselé et plié, les éraflures se croisant comme une danse frénétique, le motif chaotique, les marques assez profondes pour accrocher ses doigts. De petites flaques ponctuaient les coins, l'eau sombre et immobile, frémissant légèrement sans brise, la surface captant sa lumière comme un miroir noir, le reflet déformé, ne montrant que la brume dehors, les pins tordus dans le verre. « Qu'est-ce qui se passe » dit-il, entrant, l'air froid et humide, sentant la rouille et la décomposition, l'odeur le frappant comme un coup, serrant sa gorge, retournant son estomac, le goût persistant. Il passa la main sur une marque, le métal glacial, la texture rugueuse, les bords tranchants, et entendit un faible choc à l'arrière, le son résonnant, suivi d'un raclement, le rythme délibéré, comme des pas faisant les 100 pas, le son se rapprochant. Il braqua la lumière plus loin, le faisceau tremblant, et vit plus de marques sur les murs, des entailles comme des griffes grimpant vers le plafond, le métal déformé comme si quelque chose avait poussé de l'intérieur, les bosses formant un motif, une trace menant à l'arrière, les éraflures plus fraîches près du fond, le métal plié et déchiré. Rien n'était là, mais les flaques grossirent, l'eau froide sous sa botte, la surface frémissant, une faible ondulation se propageant, le froid s'infiltrant dans sa chaussette. Épouvanté, il recula, claquant la porte avec un clang qui résonna dans la brume, le son rebondissant contre les falaises, et remonta dans la cabine, les mains moites, le bourdonnement de la nuit pressant, la brume tourbillonnant plus épaisse autour de son camion, l'air devenant plus lourd, le froid s'infiltrant par la porte, l'humidité collant à sa peau. La nuit suivante, vers 1 heure, il atteignit la partie la plus abrupte du col, le moteur peinant, les vitesses grinçant, la cabine tremblant à chaque changement, le son comme un grognement venant des profondeurs, le métal protestant, le cadre vibrante. Le moniteur indiqua 2400 livres, puis 2600, le poids montant de 200 livres chaque heure, les lumières clignotant comme des étoiles mourantes, l'écran glitchant avec des lignes statiques, les chiffres pulsants, la lueur rouge projetant des ombres sur son visage. La remorque s'affaissa, les pneus s'enfonçant dans l'asphalte, le cadre craquant, les déplacements à l'intérieur plus forts, raclements, choc, une claque humide, les sons se superposant, le rythme frénétique, comme si quelque chose luttait pour sortir, les chocs plus lourds, les raclements plus aigus, les claques plus humides. Sa CB crépita, le statique sifflant comme un serpent, et une voix murmura « Trop, trop ». Avant de s'estomper, le son s'attardant, un faible écho dans le statique, le ton désespéré, les mots s'étirant en un gémissement. Ses mains tremblèrent, le volant glissant de sueur, le cuir trempé, et il continua, la brume vivante, le poids le tirant en arrière, la remorque gémissant comme si elle vivait, la brume s'enroulant autour des roues, cachant la route en dessous, les pneus laissant des traces plus profondes à chaque mètre, le gravier craquant plus fort, le son un rappel constant. Vers 3 heures, il s'arrêta à nouveau, la brume un mur, les traces de pneus plus profondes, de nouvelles se superposant aux siennes. La terre remuée comme si une lutte avait eu lieu, le sol sombre et humide, les bornettes, le terrain inégal. Il vérifia la remorque, la porte gémissant, les charnières couinant, et l'air à l'intérieur le frappa comme une gifle froide, l'humidité s'infiltrant dans sa veste, le tissu collant à sa peau, le froid mordant. Les marques de griffes étaient plus larges maintenant, le plancher métallique bosselé à certains endroits, les bosses formant des cratères, le métal plié, et les flaques avaient grandi, l'eau sombre et huileuse, reflétant la brume, la surface frémissant légèrement, les ondulations se propageant sans cause, l'eau froide et épaisse. Il entra, le sol froid sous ses bottes, le métal glissant d'humidité, et entendit un choc, le son plus près, les raclements plus aigus, la claque humide plus mouillée, le rythme stable, comme si quelque chose tournait en rond. Une faible lueur éclaira l'eau, le reflet montrant les pins, la brume, mais pas son camion, un vide où la cabine devrait être, une absence qui fit frissonner sa peau, le néant frappant. « Pas possible, dit-il, reculant, l'eau ondulant vers lui, un courant d'air froid s'échappant, effleurant son visage comme des doigts glacés, la sensation s'attardant sur ses joues, le froid mordant, l'air lourd. Les marques montèrent plus haut, les entailles plus profondes, le métal déformé, et une ombre bougea dans le reflet, une figure grande, son visage caché, ses mains griffant, laissant de nouvelles éraflures alors qu'il regardait, les griffes raclant, le son résonnant, le métal gémissant, le rythme suivant son battement de cœur. « Sors !» cria-t-il, balançant une barre de fer prise sous le siège, le métal sifflant dans l'air, le poids dans sa main solide, l'élan puissant. Mais elle traversa, l'eau éclaboussant, la figure riant, un son qui secoua son crâne, profond et creux, le rire rebondissant sur les murs, l'écho persistant. Il fuit vers la cabine, le poids écrasant, le moteur mourant avec un sifflement, la brume remplissant les vitres, le versant buant de l'intérieur vers l'extérieur, le froid s'infiltrant, l'humidité s'accumulant sous ses pieds. Chaque nuit, cela empirait.
Vers 5 heures, le moniteur indiqua 2800 livres, la cabine penchée, la brume pleine d'ombre, des formes bougeant juste hors de vue, les pins oscillant sans vent, les branches craquant, les aiguilles tombant. La remorque s'ouvrit en grinçant, l'eau brillant, la figure à la porte, son visage flou, ses mains dégoulinantes, les griffes longues et noires, les doigts tordus. « Tu ne peux pas partir » râla-t-elle, la voix la sienne, le ton froid, les mots traînants, le son familier mais faux, l'intonation correspondant à son accent. Il balança la barre, le métal se pliant sous la force, l'extrémité se recourbant, le son claquant contre le mur, et la figure disparut, son rire s'estompant dans la brume. Mais le poids resta, les flaques s'étendant dans la cabine, l'eau froide sous son siège, l'humidité trempant son pantalon, le froid mordant ses cuisses. À 7 heures, il continua, le moteur peinant, le moniteur à 3000 livres, les lumières bourdonnant, la brume une chose vivante, la remorque s'affaissant, les déplacements constants, les chocs plus forts. Vers 9 heures, la terreur grandit. Le moniteur indiqua 3200 livres, la cabine oscillant, l'eau montant plus haut, léchant ses bottes, la figure réapparaissant, son visage plus net, une version tordue de lui-même, la barbe clairsemée, les yeux creux, la bouche une gueule dégoulinante d'ombre. « Tu as amené ça, dit-elle, la voix la sienne, les mots froids, le ton étranger, l'eau montant, le reflet ne montrant que la figure, la cabine absente. » Il balança la barre, le métal se brisant avec un craquement, les morceaux tombant au sol, et la figure ondula, la brume s'épaississant, le poids insupportable, les pneus s'enfonçant plus profond, le cadre gémissant. Il trébucha en arrière, la brume se refermant, le bourdonnement un cri dans ses oreilles, la cabine penchée, l'eau s'accumulant. À 11 heures, le cauchemar s'intensifia. Le moniteur grimpa à 3400 livres, la cabine tremblant, les vitres s'embuant, l'eau s'infiltrant dans le tableau de bord, la figure à la porte, son visage décomposé, ses yeux brillants. « Pas d'échappatoire » murmura-t-elle, la voix la sienne, l'eau montant, le reflet ne montrant que son rictus. Il saisit une clé, balançant, le métal se pliant, et la figure rit, fusionnant avec la brume, le poids écrasant. Il continua, le moteur toussant, la brume un mur, la remorque brillant. La journée s'étira, les heures un flou. Il s'assit dans la cabine, le moniteur figé, la CB silencieuse mais le bourdonnement persistant, un grondement vibrant à travers ses os. La brume pressait contre les vitres, et chaque ombre, les falaises, les pins, la figure le faisait sursauter, son cœur battant. À 13 heures, il essaya de conduire, mais la route boucla, la remorque brillant, la figure attendant. Il atteignit Denver à 15 heures, les ouvriers ouvrant la remorque. Elle était pleine d'eau, une flaque brillante à l'intérieur, son reflet absent. Le lendemain, un mécanicien trouva son camion abandonné, le moniteur à 3600 livres. Il joua la CB, et une voix, celle de Jake, murmura « Aidez-moi ».